Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Livres Libres. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux personnalités particulièrement compétentes. Celle que je recevais précédemment l'était aussi, mais aujourd'hui c'est Monsieur Jean Roux tout d'abord. Monsieur Jean Roux, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes commissaire aux comptes, fiscaliste international. Exact, oui. C'est pas vous qui avez placé l'argent de Monsieur Cahuzac? Non. Bon. C'est pas moi qui l'ai contrôlé non plus. D'accord. Vous êtes historien, lauréat du Conseil supérieur de l'Ordre national des experts comptables. Exact, sur la comptabilité publique, oui. Et vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, comptabilité nationale et statistique, économie socialiste, sciences commerciales et administratives, informatique, industrie cinématographique, fiscalité patrimoniale internationale, etc. Vous étiez donc particulièrement qualifié pour publier cet ouvrage qui date déjà d'il y a quelques années, mais qu'on peut toujours... 2006, j'avais eu le prix Renaissance de l'économie. Absolument. En 2006. C'est-à-dire qu'il couvre environ une vingtaine d'années de braderie du patrimoine français. Voilà, la grande braderie du patrimoine public des Français. Oui, c'est ça. Sous-titre, une OPA géante sur la France, sur laquelle je vous interrogerai dans une minute. Entendu. Je reçois aussi Monsieur Laurent Izard. Monsieur Izard, si je ne me trompe pas, vous êtes diplômé de l'École normale supérieure. Oui. Vous enseignez vous-même, d'ailleurs, à l'École normale supérieure à Cachan. En classe préparatoire, oui. En classe. Vous êtes juriste, vous êtes aussi économiste, agrégé d'économie et de gestion. Vous avez publié des ouvrages techniques dans la librairie, à la librairie Attier, oui, sur les notions fondamentales du management, voilà, management des entreprises, management des organisations, et vous êtes l'auteur d'un livre dont le thème rejoint un peu celui de Monsieur Roux, mais qui est plus récent, qui s'appelle « La France vendue à la découpe » par Monsieur Laurent Izard, entreprise, terres agricoles, immobilier, brevets, quand la France vend son avenir. Voilà. Alors je me retourne vers Monsieur Roux. Monsieur Roux, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de publier ce livre? Voilà. En tant que commissaire aux comptes, j'ai assisté progressivement à la démolition de notre patrimoine, en particulier commercial et industriel. Donc j'ai suivi tous les scandales, en définitive, qui ont accompagné cette liquidation et qui a commencé donc en 1986. Sous le règne de notre ami Mitterrand, et qui continue d'ailleurs encore actuellement. Alors, j'ai réuni une multitude de dossiers concernant de nombreuses sociétés, et c'est en tant que commissaire aux comptes que j'ai analysé donc toute cette braderie. Alors, disons, le patrimoine public français en particulier, il y a eu 3 vagues de constitution. D'abord en 1936, sous le régime donc du Front populaire, avec la SNCF, la constitution Air France, première vague. Deuxième vague, après la Libération, le CNR, Conseil national de la résistance, et qui a lancé donc une première grande vague de nationalisation qui concernait environ 700 sociétés. 700 sociétés, il y avait les Charbonnages de France, la base, EDF, une autre base minière, il y avait Renault, il y a Transat, etc., des banques. Voilà, ça fait donc la deuxième tranche. Deuxième tranche, il y avait environ donc j'ai dit, deuxième tranche, c'était dans les années 1946-47. Arrivée de Mitterrand, lorsque Mitterrand est arrivé, il y avait environ 1 100 000 personnes qui travaillaient dans le secteur patrimoine public, et le secteur public a été la base des 30 glorieuses, 45-75 à peu près. Bon, ce patrimoine public, il y avait à peu près 10% de la population au travail, population française, qui représentait le patrimoine public. Donc, deuxième vague. Et Mitterrand, troisième vague, a promis donc les nationalisations
d'un côté, et d'autre côté, c'était l'ISF. Nationalisation, il y a eu encore 600, 700 sociétés qui ont été nationalisées. Et là, le patrimoine public industriel a été donc nationalisé, Rhône-Poulenc, etc. Disons, des banques aussi, l'ancienne, oui, la fondation de la Banque nationale, la Banque nationale, BNP Paribas, à partir donc du CNEP et de la BNLI. Il y avait aussi le Crédit Lyonnais, une multitude donc de banques. Troisième grande nationalisation. Oui. Le patrimoine public passe, lui, à environ 1 700 000 personnes. 1 700 000 personnes, oui, employés. 10% de la population française était là. Et patrimoine public, alors ça a été donc la grande déception. La France entière attendait ou souhaitait la continuation des 30 Glorieuses, qui avait d'ailleurs commencé à être abîmé par Giscard d'Estaing. Et le Parti socialiste, pas de gestionnaire, pas de politique économique industrielle, avec environ 8% d'augmentation du PIB par an, etc. Et l'échec, donc, sur le plan gestion de tout le patrimoine public. Donc, 1981-1986, le Parti socialiste battu. Perd les élections. Et la droite revient. Bon. Et là, elle dénationalise. Voilà. Bon. Et alors là, aussi bien la droite que la gauche, tous ceux qui se sont succédés ont bradé une partie du patrimoine. Alors, vous l'expliquez très bien, mais si je puis me permettre de faire un peu l'avocat du diable, est-ce que quand même il n'y avait pas un excès dans ces nationalisations de tant d'éléments du patrimoine productif, de la finance, etc. Est-ce qu'on n'en arrivait pas, si vous jumelez ça avec les prélèvements obligatoires, à pratiquement une économie complètement socialisée? Oui, mais... Et peu compétitif, finalement, voilà, avec tous les inconvénients des monopoles, des abus de position dominante, etc. Oui, alors là, c'est un problème, donc, de gestion du patrimoine public. Et donc, ce qu'il manque, c'est l'organisation d'un système de planification, un nouvel art de gouverner, en définitive. Que je vais présenter, vous venez d'écrire l'art de gouverner. Voilà, c'était là, voilà, l'art de gouverner. Mon dernier ouvrage, disponible aux éditions Pascal. Voilà, il y a à peu près un mois et demi qui est sorti. Donc, c'est ça qui manquait, c'est-à-dire un système comptable de la même qualité que celui qui était à la disposition des chefs d'entreprise, et transférer cela. Et c'est ça qui manque. Il manquait donc cela. D'ailleurs, lors de l'arrivée au pouvoir du Parti communiste en URSS, par exemple, même chose. Ils sont arrivés au pouvoir, pas d'organisation, et l'organisation du système communiste s'est développée sous un système dictatorial extrêmement violent, mais qui malgré tout a fait de la Russie de 1917 à 1944 une puissance qui, elle, a été la base de la victoire. Son industrialisation, accordez-le-moi, était quand même largement entamée avant la Révolution. Sinon, d'où seraient sortis les soviets ouvriers. Exact. Et il était aussi un peu avec l'argent des Français, d'ailleurs. Voilà. Bon. Mais cette industrialisation sous les tsars, après l'arrivée au pouvoir, l'industrie, la production industrielle était tombée d'environ 70%. C'est-à-dire qu'ils avaient complètement cassé le système industriel. Tout à fait. Et justement, c'est le problème de la gestion publique. Alors moi, je dois dire, j'ai été particulièrement intéressé parce que
par le fait que vous montrez justement qu'à l'occasion des dénationalisations, parce qu'après tout, la dénationalisation, c'est peut-être légitime, quelquefois dans le principe, enfin en tout cas la restauration des libertés économiques, mais vous montrez effectivement qu'on a bradé tout, y compris les aéroports, le réseau autoroutier, les bâtiments publics, le foncier domanial, et jusqu'au stock d'or de la Banque de France. Alors là, c'est la corruption qui est arrivée. Et le problème dont on ne parle pas, c'est que François Mitterrand, à peine arrivé au pouvoir, en 1983, affaire Joséphine. Affaire Joséphine, vous la connaissez? J'avoue que non, pourtant j'ai lu votre livre, je ne me souviens plus peut-être. Je vous l'ai dit, emprunt de 25 milliards auprès des Saoudiens. Ah 25 milliards, 2,5 milliards de commissions pour les responsables du Parti socialiste. 2,5 milliards, la plus grande escroquerie politico-financière sans doute de l'histoire, et qui s'est traduite, évidemment, tout le monde s'est tu. Et l'affaire allait sortir et ça a donné lieu donc ultérieurement, par exemple, des papiers traînés au Crédit Lyonnais. On a incendié le Crédit Lyonnais, on a incendié les... Je me souviens de l'incendie du Crédit Lyonnais. Mais c'est dans le cadre de cela. Il y a un non-dit extraordinaire. Alors, écoutez, merci beaucoup de ces quelques indications. Je crois qu'il faut vraiment lire votre livre pour voir à quel point tout cela a été bradé. Monsieur Izard, est-ce que vous partagez les réserves de Monsieur Roux sur les dénationalisations, ou est-ce que dans votre ouvrage « La France vendue à la découpe », ce sont d'autres aspects qui vous choquent? Écoutez, d'abord, ce qu'on peut dire, je pense, c'est que la grande braderie dont parle Jean Roux continue. Et il me semble même qu'elle s'est accélérée depuis 2015. Elle concerne nos grands groupes industriels, vous en parliez, mais elle concerne aussi nos PME, nos entreprises de taille intermédiaire et d'autres éléments de notre patrimoine économique qui sont en train de tomber sous contrôle étranger. Alors, moi, je ne crois pas que l'État ait vocation à gérer durablement un nombre extrêmement important d'entreprises. Mais je suis obligé de reconnaître que, à la suite de dénationalisation, il y a un risque, et le risque est réel, que finalement ces entreprises nous échappent. C'est vrai qu'il semblerait quand même qu'il vaille mieux que ce soit à tout prendre l'État français plutôt que, par exemple, vous le montrez remarquablement dans votre ouvrage, le Qatar, par exemple. Par exemple. Alors le Qatar, on en parle beaucoup parce que c'est assez médiatique. C'est pas le premier investisseur, mais c'est vrai que bon, il y a un risque important. Et vous savez peut-être que l'Arabie Saoudite vient de lever un fonds souverain qui à terme va atteindre 2000 milliards d'euros. Et l'homme fort du régime, Mohammed Ben Salman, a dit que rien d'important dans les investissements mondiaux ne se ferait à l'avenir sans l'Arabie Saoudite. Et il souhaite à terme que ce fonds contrôle à peu près 10% de l'ensemble des investissements dans le monde. C'est gigantesque, vous voyez. Et puis on a aussi des prédateurs qui viennent de Chine et on a des prédateurs qui viennent des États-Unis. Donc nous sommes en train de perdre notre patrimoine. La vente d'Alstom, après toutes les pressions qui ont été exercées, allant jusqu'à l'incarcération de dirigeants... C'est un vrai scandale. Ça, c'est un scandale absolu. Voilà. Et cette affaire... J'espère que M. Cron nous entend, qui, au moment de l'élection présidentielle, titrait dans un libre billet dans le journal Le Monde que les idées de Jean-Marie Le Pen étaient nauséabondes. Bon, ben, si les idées économiques de Jean-Marie Le Pen étaient nauséabondes, je ne sais pas, mais si elles avaient été mises en œuvre, Alstom serait peut-être toujours propriété française. Et il y aura peut-être des suites judiciaires, on verra, l'avenir nous dira. Mais sur cette affaire Alstom, il y a quand même une chose qui est aussi très importante, c'est qu'au-delà des aspects financiers, vous savez, quand on veut piquer son chien, on l'accuse de la rage. Et pour Alstom, on a dit qu'Alstom n'avait pas d'avenir. Or, à l'évidence, Alstom présente un potentiel extrêmement important. Hein. Un tiers des turbines qui sont en service dans le monde, dans les centrales nucléaires, ont été fabriquées par Alstom. Vous voyez ? Et Alstom Power, la branche énergétique d'Alstom, s'occupe aussi de l'entretien de nos sous-marins nucléaires, de nos navires nucléaires. Donc il y a un aspect stratégique de défense qui est aussi extrêmement important. Alors, peut-être on a une lueur d'espoir de ce côté, parce que Alstom Power va
peut-être redevenir français. Voilà, il y a des personnes qui y travaillent, il y a l'ancien cadre Frédéric Pierucci qui y travaille actuellement et on souhaite que Alstom puisse redevenir français. Vous pensez à la possibilité d'un rachat parce qu'à l'heure actuelle, si je ne me trompe, c'est la propriété de General Electric. Oui, mais General Electric n'est pas en très très bonne santé financière et je pense, sans pouvoir le prouver, mais je pense que l'État américain a fait pression sur General Electric pour acheter Alstom. Voilà. Donc il y a peut-être une fenêtre de tir. Et on a vu récemment que d'autres entreprises, peut-être moins importantes, mais d'autres entreprises qui allaient tomber sous la coupe de nos amis américains, ont pu être sauvées et rester françaises. Parce que les investisseurs qui se déclarent, on a en France des investisseurs, il faut les aider, mais on en a. Je pense par exemple très récemment à Photonis, qui va finalement rester français, une entreprise très importante dans le domaine de la vision nocturne, et donc qui touche à la défense nationale aussi. Bien sûr. Voilà. Et puis, c'était aussi le cas d'Alstom. Et c'était le cas d'Alstom. Et on a aussi beaucoup parlé récemment des chantiers de l'Atlantique. Alors on a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'une fusion avec Fincantieri était inéluctable. Voilà. Or, on a vu que récemment, un investisseur français a souhaité investir et sauver, je dirais, les chantiers de l'Atlantique. C'est quand même extrêmement important. Alors, j'ai été très intéressé là aussi, évidemment, par tout ce que vous nous dites. Le temps nous manque, mais il y a les terres agricoles, l'immobilier, les brevets. Vous montrez aussi comment des PME, même des PME dont les marques sont prestigieuses, sont rachetées par beaucoup d'intérêts étrangers. Vous montrez également que nous avons une fuite des cerveaux. Aussi. Ce qui est aussi un problème. Je serais tenté de vous dire, mais premièrement, d'abord sur quoi tout cela va-t-il déboucher? Cher Jean Roux, vous aviez dans votre livre annoncé la cessation de paiement pour 2010. Oui. Alors si je vous taquinais, je vous dirais, mais on est aujourd'hui en 2021 et la cessation de paiement n'a toujours pas eu lieu. Disons, on est comme dans une société qui normalement devrait être en cessation de paiement, mais qui continue à fonctionner en aggravant constamment le passif qui sera payé par la génération ultérieure. Voilà. Ouais. Depuis 1974, il n'y a plus un seul budget en équilibre dans la gestion de la publique française. Eh bien, les 2600 milliards de dollars de la France, eh bien, normalement, ne devraient pas exister. Et c'est une faillite virtuelle, mais qui va éclater sur les générations à venir. Et qui éclate maintenant. C'est vraisemblable, mais alors je me tourne vers le professeur d'économie qui est M. Isard. Moi, quand j'étais... je ne suis jamais allé au-delà de la première année cours d'économie politique de première année des facultés de droit, mais on me disait que dans une telle situation, ce qui devait en sortir, c'était une inflation galopante ou une augmentation vertigineuse des impôts. Bon, or, cette situation n'a fait que s'aggraver avec le Covid et on ne voit pas encore ni l'inflation galopante. Non, on ne le voit pas pour l'instant. Mais on a quand même des bulles, notamment dans l'immobilier, qui sont inquiétantes pour moi. Et l'endettement de la France me semble aussi être un sujet d'inquiétude. Voilà. Et ça ne date pas de la crise sanitaire et de surendettement récent de notre pays. On parle peu de l'endettement des communes, des départements, mais c'est aussi un sujet... collectivités publiques, bien sûr. Toutes les collectivités c'est un sujet locales. d'inquiétude, parce qu'actuellement, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Oui. Mais beaucoup de communes se sont endettées à taux variable. Oui. Si jamais on a une brusque remontée des taux d'intérêt, on a virtuellement de nombreuses communes qui vont être en faillite. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une possibilité de freiner ces évolutions, voire de les inverser, de se sortir de tout cela, de récupérer notre patrimoine? Explosion. On va vers l'explosion. Et donc, un nouveau système devra se mettre en place. Le système capitaliste ne fonctionne plus actuellement. Et la chose la plus grave, c'est l'inflation sur le plan donc, des masses de milliers de milliards de dollars qui sont créés éventuellement à partir de rien. Le patrimoine public mondial actuellement représente environ 300 000 milliards de dollars, patrimoine public mondial. Actif, passif, donc. Et
sur le plan financier, si on prend tous les actifs financiers d'un côté et tous les passifs financiers de l'autre, il y a à peu près aussi 300 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'économie mondiale va vers l'explosion, étant donné que pour une économie équilibrée, il faudrait que l'émission d'argent soit rigoureusement équilibrée avec la production de biens et services de consommation. Et c'est là que le système éclate. Et là, c'est sur le deuxième bouquin sur lequel je suis et sur les problèmes que j'ai étudiés. L'art de gouverner. Donc, un nouvel art de gouverner. C'est assez long. Je suis sur ce sujet. Monsieur Isard, quel est votre... Je suis d'un naturel résolument optimiste. Et je pense que peut-être on pourra éviter l'explosion. Ouais, je suis optimiste. Mais... Non, on n'évitera pas l'explosion. Il y aura l'explosion. On verra. Moi, je m'en tiens, je dirais, à l'exemple de la France, et je pense qu'on a maintenant, on est en train de développer des outils qui permettent de freiner, voire peut-être de stopper cette immense braderie, cet immense gâchis. Alors, ce sont des outils juridiques, avec le nouveau système maintenant de contrôle des investissements étrangers en France. L'État a un droit de regard sur les investissements étrangers. Alors, il ne l'exerce pas toujours, mais il a commencé à le faire. Oui. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des systèmes de financement qui se mettent un petit peu en œuvre aujourd'hui et qui permettent de voir les choses sous un angle un peu plus optimiste, peut-être pour notre patrimoine économique. Je pense aussi qu'il y a une prise de conscience, je dirais, au niveau de la population en France de ce risque de dépendance, parce que c'est ça le cœur du problème. Oui. Pour moi, c'est un risque de dépendance à l'égard de l'étranger. Et il me semble que peu à peu, cette prise de conscience qui atteint peut-être aussi les sommets de l'État va peut-être déboucher sur des choses nouvelles qui peuvent peut-être nous retarder cette explosion ou peut-être même l'éviter. Espérons-le, parce que ce que le livre de M. Isard met très bien en valeur, c'est que tout cela représente pour les élites politiques une solution de facilité, brader le patrimoine. Oui, oui. On vend les bijoux de famille et dans l'immédiat, on a des liquidités. Oui, c'est un peu ce qu'on a fait pour les autoroutes, ce qu'on voulait faire pour l'aéroport de Paris, etc. Oui, mais ça représente... Regardez, on brade beaucoup le patrimoine immobilier de l'État actuellement. C'est terrible. Hein. Maintenant, vous savez, sur le site des impôts, vous pouvez voir, il y a des ventes d'éléments d'actifs immobiliers. Bon, on a bradé de très beaux monuments parisiens, mais ça représente une goutte d'eau par rapport au déficit de l'État. C'est une vraie goutte d'eau. Donc, ce n'est pas la solution. Mais c'est vrai qu'il y a un côté symbolique à pouvoir aussi conserver notre patrimoine culturel. J'ai vu d'ailleurs qu'un de mes anciens camarades de la marine, nous étions aspirants de marine ensemble, Henri Proglio, qui a été... je pense que c'est lui... parce qu'il y avait deux frères jumeaux. C'est celui qui a été directeur d'EDF, je pense, a publié Les joyaux de la couronne sur le démantèlement de l'industrie française, ce qui prouve quand même que les grands esprits se rencontrent. Écoutez, c'est très simple. Il y a 40 ans, 7 millions de Français travaillaient pour l'industrie. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 3 millions, 3,5 millions maximum. Il y a 40 ans, l'industrie française représentait plus de 20% du PIB. Aujourd'hui, c'est 10%. Alors que c'est une spécificité française. En Allemagne, dans les pays nordiques, et même en Italie, on tourne plutôt autour de 20%. Vous voyez ? Donc, il y a une reconquête à faire au niveau industriel, c'est certain. Vous avez montré très bien dans votre ouvrage que ce problème n'était pas spécifique à la France. Ce qui est intéressant aussi, vous avez... Le pillage est mondial. Le pillage est mondial. Ce sont les grandes sociétés internationales. Par exemple, la guerre d'Irak, c'est une guerre en définitive qui a permis... l'armée américaine, quand ils sont arrivés à Damas, mais il y avait des groupes qui avaient des listes et ils prenaient tous les éléments riches du patrimoine dans les musées et qui se retrouvaient dans les salles de vente à Tokyo, à Londres, etc. C'est donc une guerre. Il y a donc une exploitation de l'Afrique par des sociétés en particulier anglo-saxonnes, allemandes éventuellement,
La République du Congo. 6, 7, 8 millions de morts dans ces conflits. Le conflit est mondial. Et ce qu'il faudrait bien noter, les institutions européennes, actuellement, ce sont des institutions qui sont sous le contrôle total du grand capital américain, disons anglo-saxon, et c'est par ces institutions qui contrôlent toute la vie politique que se réalise la dépossession du patrimoine des Français. Alors, voilà, il faut donc quand même révolution contre. Il faut sortir de l'Europe. C'est là où il faut. En tout cas, de cette tendance, assurément. Vous disiez? Oui, non, juste, je suis tout à fait d'accord. Pour l'Afrique, il y a quand même un nouvel acteur, hein, c'est la Chine, qui est en train de prendre le contrôle du patrimoine économique de certains pays, et on peut encore se demander si ces pays sont réellement indépendants. Voilà. Ils construisent déjà les routes, ils construisent des universités. Oui. Et il y a même, c'est au Kenya ou dans l'Ouganda, il y a la nouvelle langue dans certaines universités, c'est le mandarin qui arrive. Je leur souhaite bien du plaisir, parce que le swahili est quand même plus facile. Mais, chers messieurs, merci beaucoup. Merci de ces quelques réflexions qui ne font qu'effleurer vos ouvrages. Je les présente une dernière fois. Jean Roux, La grande braderie du patrimoine français, Laurent Izard, La France vendue à la découpe. Ce n'est pas un problème politique. Il y a les hommes de gauche comme Arnaud Montebourg qui diraient peut-être sur certains points à peu près la même chose que vous. Et évidemment, et à droite, eh bien, s'il y a des ultralibéraux, il y a aussi des gens qui sont soucieux, notamment au Rassemblement national, de préserver le patrimoine français. Par conséquent, j'incite beaucoup nos auditeurs à se plonger dans vos ouvrages s'ils sont intéressés par ces questions fondamentales. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà.